Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes lundi 27 janvier. Le secteur agricole marocain à la croisée des chemins. La succession de sécheresses, la baisse des ressources hydriques et la diminution des rendements mettent à mal des acquis stratégiques du Maroc. Le secteur affiche tout de même des signes de résilience, car malgré une baisse marquée de la production céréalière qui a quand même chuté de 43% en 2024, les exportations agricoles marocaines continuent, elles, de progresser, soit plus de 22% au quatrième trimestre dernier, porté notamment par une demande internationale en hausse et des politiques de soutien. Et en parlant de soutien, il y a aussi l'élargissement du programme de semis direct et le renforcement de l'irrigation ciblée. Mais ces efforts peinent à compenser les effets de la sécheresse persistante et la diminution du cheptel national. Alors du coup, le gouvernement réagit. L'exonération des importations de bovins est prévue dans la loi de finances 2025, ce qui illustre l'urgence de combler les déficits au détriment de la souveraineté alimentaire. À ce propos, comment peut-on retrouver cette souveraineté instruite par le souverain à de multiples occasions, d'autant plus que l'impact de sa perte ne se limite pas aux aléas de la dépendance, car combinée à l'appauvrissement du pouvoir d'achat, elle constitue un risque pour un pilier stratégique de l'économie nationale et menace un large pan de la population marocaine, ce qui questionne l'efficacité des plans Maroc Vert, Génération Green, qui ont coûté des milliards à l'État sans, et on peut le voir, garantir cette sécurité alimentaire promise. J'accueille pour l'émission ce soir le président de la Comader, Rachid Ben Ali. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Et en face, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois sur ce plateau l'agroéconomiste et ruraliste, professeur Larbis Gdouni. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de commencer le débat, je vous propose d'écouter cette intervention du ministre de l'Agriculture, Ahmed Bouari. C'était devant les parlementaires la semaine dernière et c'est au sujet des prix de l'élevage et de la situation du cheptel. Écoutez ces déclarations. Et nous reviendrons au débat et aux commentaires, bien évidemment. C'est un grand défi auquel nous faisons face avec ces importations de viande. L'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix. Cependant, la hausse des prix dans les pays exportateurs se répercute directement sur les coûts finaux. De plus, les difficultés sont aussi liées aux coûts de transport et de stockage pour garantir des normes strictes de qualité, ce qui ajoute un fardeau supplémentaire. Et d'ajouter aussi, fait intéressant, que le ministère n'était pas responsable des prix, mais plutôt de la production, c'est-à-dire d'assurer la production. Alors, il se trouve qu'il y a un hic dans la production, du coup, on se retrouve avec la situation du cheptel, qui, bien sûr, devrait faire l'objet d'un recensement, mais force est de constater, à travers les prix, mais aussi à travers la disponibilité de la ressource, qu'il y a un problème, Larbis Gdouni, aujourd'hui. Au niveau de l'élevage, vous voulez Bien dire. sûr. Bien entendu qu'il y a un problème. La preuve en est le niveau des prix n'oublions pas de rappeler que nous sommes dans une économie de marché. C'est le choix fait par le Maroc de l'économie libérale. Donc, il y a la loi de l'offre et la demande. Et quand il y a une offre qui est nettement en dessous de la demande, forcément, ça se traduit par une flambée des prix. Le ministre a dit que la demande avait augmenté. Non, la demande de quoi? De viande a augmenté. Si la demande a augmenté suffisamment, comment se fait-il qu'on continue à avoir le trend à la hausse continue de la viande ovine, par exemple? Pourquoi il y a un problème aujourd'hui dans l'offre? Pourquoi, Larbis Gdouni, il y a un problème au niveau de l'offre parce que notre cheptel s'est beaucoup réduit. Et on n'a pas besoin d'attendre un quelconque recensement. D'ailleurs, il y a quelques jours, Selqja n'a pas hésité à dire que c'est un fait, à reconnaître que l'effectif a beaucoup diminué, et même les statistiques, certaines statistiques du ministère ou certaines déclarations d'opérateurs dans le secteur l'affirment avec force. Nous n'avons plus le cheptel dont nous disposions avant, alors que la demande, globalement, elle reste la même. Comment se fait-il que le cheptel a diminué, donc l'offre de viande a diminué, même de lait? Même le lait, il ne faut pas l'oublier, on importe de plus en plus de lait en poudre pour compenser. La souveraineté sur la filière est menacée aujourd'hui. Enfin, elle est menacée. Elle est menacée. Nous sommes en situation critique. Nous sommes en situation nettement en dessous de celle où nous étions il y a quelques années. Depuis
j'allais dire depuis l'indépendance, on n'a pas cessé de dire et de répéter, au moins en matière de viande rouge, même blanche depuis quelques décennies, en matière de lait, le Maroc était suffisant, quasiment à 100%, à 96%. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est la sécheresse? Il y a la conjugaison de plusieurs paramètres. Il ne faut pas non plus réduire tout. C'est vrai, il y a la sécheresse. Laquelle sécheresse se distingue de celle qu'on a vécue au début des années 80 et auquel on fait référence. C'est que les sécheresses des années 80 n'ont pas duré aussi longtemps. Là, nous sommes pratiquement à la 7e année ou la 6e année de sécheresse consécutive. C'est un fait réel, c'est une sécheresse forte, épuisante à tout point de vue. Donc on ne peut pas ne pas dire, reconnaître que ce phénomène a un impact direct sur le secteur agricole dans sa globalité, pas seulement l'élevage. Deuxième chose, il y a le renchérissement excessif des coûts de production du fait d'une conjoncture géopolitique que nous ne maîtrisons pas. Ça, c'est un fait aussi. Il y a une succession d'événements, d'à-coups, ce que j'appelle moi les à-coups, que le secteur a reçu, notamment la filière de l'élevage. Toutes les filières d'élevage de bovins, de vin, c'est d'abord, n'oublions pas l'appel au boycott des produits d'une marque de produits laitiers au Maroc, suivi de le Covid, suivi de la crise russo-ukrainienne, suivi de la sécheresse qui fait que notre cheptel a été beaucoup impacté à la baisse par la succession de ces événements. Mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher que c'est vrai, tous ces facteurs se sont conjugués pour nous conduire là. Mais une bonne partie de cette situation s'explique aussi par le manque d'anticipation des politiques publiques pour anticiper sur... Mais du coup, on veut anticiper et on crée, et ça a été annoncé par le ministre de tutelle, on veut créer un plan et un programme très ambitieux, programme ministériel, pour l'agriculture solidaire. C'est pour aider justement les petits agriculteurs à acquérir du cheptel. Bon, j'ai analysé ce programme d'agriculture solidaire. On sert l'expression solidaire à passez-moi l'expression, à toutes les sauces. C'est un programme à travers lequel le ministère, si je me souviens, d'ailleurs je l'ai traité dans un article récent dans une revue de la place publique, je n'ai pas besoin de citer le nom, ce n'est pas le lieu, c'est un programme qui prétend vouloir reconstituer le cheptel national à travers la mise à disposition, à titre gracieux, aux petits éleveurs des animaux pour reconstituer. Ces petits éleveurs, s'ils avaient les moyens d'entretenir le peu de cheptel qu'ils avaient, ils ne les auraient pas vendus, ils ne les auraient pas bradés parfois. Donc on imagine qu'en distribuant des animaux aux petits éleveurs, on va reconstituer le cheptel national. Si on veut entreprendre un programme dans ce sens-là, il faut investir là où c'est jouable, là où c'est faisable. C'est-à-dire les éleveurs qui ont la capacité d'entretenir le cheptel. Il suffit de les accompagner par un soutien conséquent en termes d'alimentation du cheptel. Et on en fait quoi des petits? Ben justement, ça nous ramène à un grand débat qu'on ne cesse d'évoquer depuis toujours, depuis des décennies. Il ne faut pas confondre un traitement économique du secteur agricole et rural, je dirais, avec un traitement social. Il est temps, je vous avais dit dans votre introduction, le secteur agricole marocain est à la croisée du chemin. Moi, je dis il est au seuil de précipice. On est à la croisée des chemins depuis des années. Et on ne veut toujours pas franchir le pas pour changer radicalement de positionnement du secteur. Le secteur agricole a besoin d'être soulagé de la pression anthropique qui s'exerce sur le peu de ressources dont nous disposons et qui vont s'amenuiser et se fragiliser de plus en plus. Donc on a besoin de trouver des alternatives économiques à une grande frange de la population. On parle de 40% de la population marocaine. On ne peut pas continuer à vouloir prétendre à un développement d'un secteur agricole performant, compétitif, avec la panoplie des catégories d'exploitation agricole qui existent aujourd'hui dans le pays. Mais c'est aussi la souveraineté alimentaire
Déjà, la sécurité alimentaire, avant de parler de souveraineté alimentaire, qui est mise en cause. Rachid Ben Ali a un commentaire, et aussi d'autant plus que quand on parle de souveraineté alimentaire, au-delà du cheptel, il y a aussi la question de l'huile d'olive et cette politique de substitution avec des importations. Est-ce qu'elle porte ses fruits? Est-ce qu'elle a aidé à baisser le prix du litre d'huile d'olive qui est aujourd'hui sur le marché? À quel niveau? Il est aux alentours de 90 dirhams, plus ou moins. 90 dirhams. Ben écoutez, c'est tout déjà, les importations n'ont pas encore commencé. Ces importations dont on parle, le contingent de 20 000 tonnes, il vient d'être adjugé il y a 2-3 jours, donc les importations n'ont pas encore commencé. Leur effet, en principe, ça devrait arriver dans un mois et demi. Pourquoi nous en sommes là? Pourquoi, alors que le Maroc, est-ce que le Maroc n'exporte plus d'huile d'olive? C'est-à-dire maintenant, bien sûr, ça fait 2 ans qu'on n'exporte pratiquement plus. On exporte, mais on exporte parce que quand même, il y a des marques qui sont déjà, parce qu'on a fait quand même des campagnes de communication pendant des années, on avait un excédent très important. Bon, cette campagne qu'on a menée pendant des années, bon, on a réussi à placer des marques, et des marques qui continuent à exporter, mais c'est très petit. Vraiment, c'est des petites quantités. C'est-à-dire un ratio de combien sur la production totale? Bon, c'est une affaire de 2-3%, un grand maximum, ça peut pas. D'accord. C'est même pas, c'est ça, 2-3% d'export aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on on est passé par une sécheresse, c'est pas uniquement sécheresse, parce que la Serbie, on parle toujours de sécheresse, mais il n'y a pas que sécheresse. C'est un changement climatique. La température. C'est la température. Aujourd'hui, si on a un problème de l'olivier, on a eu un problème grave pendant l'année dernière, au mois de mars, avril, et j'espère que cette année on va le louper, parce que ça fait 2 ans qu'on a ce problème-là. On a eu un échauffement, on a eu une chaleur terrible, tout le monde le sait. Et on s'est retrouvé avec une perte au niveau de la floraison. On a eu des pics. Bon, c'est tombé sur une variété que le Maroc détient. On a plus de 90% de la picholine marocaine. Et cette picholine, c'était pendant cette floraison. Et on a perdu plus de 60% de notre production à cause de ces pics de chaleur et non pas la pluie. Ça, je le maintiens. C'est 2 phénomènes qui ont été on a eu les 2 phénomènes cette année, mais d'habitude, on a eu toujours le phénomène de manque d'eau, mais cette fois-ci, on a eu les 2. Donc, on est en face, comme l'a dit Serbe tout à l'heure, on parle de pratiquement toutes les spéculations sont touchées. Quand on touche un agriculteur, pourquoi il a vendu son cheptel? Pourquoi il était obligé? Il est passé par le Covid, il est passé par tout ce qu'on dit avant, mais aujourd'hui, pendant les 3 dernières années, il n'a pas eu de blé. Un agriculteur, il n'y a pas d'agriculteur fixe. On n'a pas un éleveur et un agriculteur. Un éleveur, il fait les 2. Il a 2-3 hectares de blé, il a quelques arbres d'olivier et il a un peu de cheptel qui représente aussi sa banque. C'est son financement aussi. Alors, quand il n'a pas de blé, la première année, il a pris un crédit. La deuxième année, il n'a pas remboursé. Il a encore demandé un crédit. Il l'a eu. La troisième année, il n'y a pas de crédit. Il a commencé à piocher dans ses réserves. Les réserves, ce sont son cheptel. Il a commencé à vendre. De toute façon, comme le disait l'Arbi Zgdoni, si j'ai bien compris, si on lui donne plus de cheptel, il le vendra. Parce que ça reste alimentaire, quoi. Il reste dans une situation financière, économique très, très fragile. Et c'est tout le système. C'est tout le système agricole qui est dans une situation précaire. Maintenant, dire qu'il n'y a pas une agriculture marocaine. Il y a plusieurs agricultures. On ne peut pas comparer celui qui est dans les oasis à celui qui est dans le Moyen Atlas, au Haut Atlas, ou celui qui est dans les plaines. C'est très, très différent. Maintenant, je ne sais pas, moi, le programme du ministère, moi, je ne l'ai pas vu en détail, parce que nous, en tant que confédération, on ne l'a pas reçu, on ne l'a même pas vu en détail. Mais je vous dis, en tous les cas, s'il y a... On parle de 84% des producteurs à travers les différentes régions du royaume, avec un programme étendu sur... 3 ans. 3 ans. Ça doit être une répartition, si on a donné on va le donner. Sur ce programme d'agriculture solidaire, même si... À travers la distribution d'animaux aux petits éleveurs dans les différentes régions. Ça, je ne sais pas comment ils vont faire, comment ils vont l'alimenter, comment ils les moyens, comment ils vont les garder, il faut voir, il y a un point très important, c'est que pourquoi on parle de ces prix et tout ça. Parce qu'avant, un agriculteur, il avait le pâturage. Il avait, c'est ce qui se passe. Pourquoi on pose toujours la question, pourquoi le mouton n'aura plus moins cher? C'est tout à fait normal. Il fait un enclos, l'agriculteur, il fait un enclos, il envoie ses brebis se balader, et il n'a zéro charge. Au Maroc aujourd'hui, s'il arrive pour le pâturage, il doit avoir même pas 1 mois, 2 mois toute l'année. Et le reste, il est obligé de l'engraisser. Et c'est ça ce qui coûte très très cher.
Bon, ils promettent aussi d'améliorer l'accès des petits agriculteurs à des aliments de qualité à des prix abordables et de renforcer la disponibilité des fourrages et l'amélioration des pâturages par la plantation Mais d'arbres jusqu'à fourragers. quand, Lalla Khadija, jusqu'à quand on va continuer dans ce que j'avais qualifié, feu Paul Pascan, les bricolages? L'ingénieur entre bavure et bricolage. Alors, Jusqu'à quand on va continuer à subventionner par petits à-coups lesquels subventions ne permettent pas d'engager des programmes qui s'inscrivent dans la durée. Il y a le programme Génération Green. Il y a le programme Génération Green qui va faire normalement l'objet d'un bilan d'étape, j'ai envie de dire, à fin 2025, début 2026. Peut-être que ce sera l'occasion de rattraper ce qui pourrait être rattrapable dans le secteur. Mais ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas compter principalement sur la subvention pour sauver les éleveurs, les agriculteurs, notamment les petits. Non, ce n'est pas ça ce que je veux dire. Je dis, c'est bien que l'État est dans l'obligation. Oui. Et c'est louable que l'État dégage des ressources pour soutenir le monde agricole et rural. Personne n'est fou pour dire que la question qui se pose, c'est le ciblage. C'est-à-dire, quel type de cible et quel type d'action je dois soutenir sur les deniers publics de manière à générer, à être efficace et à être efficient et que ça soit durable. Distribuer des animaux à des gens qui sont complètement, j'allais dire, à plat, n'a aucune chance de déboucher sur une quelconque reconstitution. D'ailleurs, même le terme reconstitution du cheptel, moi je le mets en question. Je l'interroge. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous dites « je reconstitue », ça veut dire que vous vous inscrivez toujours dans la même démarche, dans la même vision, dans le même paradigme. L'agriculture marocaine n'est plus en capacité, dans le contexte qui aujourd'hui qui se profile à l'avenir sous l'effet des changements climatiques, il n'est plus possible pour notre pays d'entretenir 32 millions de têtes d'animaux. Ça veut dire qu'il ne faut plus raisonner en termes de reconstitution, c'est-à-dire je vais chercher à rétablir les effectifs. Il faut raisonner en termes de développement d'un secteur de production animale qui soit soutenable. Et aujourd'hui, on n'est plus en capacité d'entretenir 32 millions de têtes entre les ovins, les caprins et les bovins. C'est-à-dire les effectifs qu'on avait à l'époque, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, et on a besoin de la croisée des chemins. Alors, il faut interrompre cette démarche. En parlant d'interrompre, si je peux me permettre de vous interrompre, vous avez parlé de même paradigme. Je veux parler de l'eau. Oui. Les réserves d'eau agricoles du Maroc atteignent 26%. Oui, c'est un peu mieux que l'année dernière. Des barrages, oui. Oui, et donc du coup pour l'irrigation aussi, Zgdouni. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un programme préliminaire de l'énergie solaire pour le pompage de l'eau d'irrigation qui est aussi prévu par le nouveau ministre de l'Agriculture, Ahmed Bouari. Un commentaire, messieurs, en sachant que la sécheresse est structurelle. Nous enchaînons depuis quelques années maintenant des épisodes de sécheresse critiques, chroniques, qui rendent l'urgence hydrique au centre des préoccupations au plus haut niveau de l'État. Sa Majesté le roi Mohamed VI n'a cessé d'appeler à trouver des moyens, d'abord de préserver les réserves stratégiques, donc souterraines, donc c'est là où on interpelle sur la pertinence de plus de pompage. Alors maintenant, on va le faciliter parce qu'il ne va pas coûter de l'argent. Enfin, l'électricité sera prise par le soleil. Le problème ne se pose pas ici. Le problème se pose déjà pour pomper. On n'a pas d'autorisation de pompage. Les barrages sont pratiquement à sec. Alors, qu'est-ce qu'on va pomper? On peut avoir l'électricité gratuite, on peut avoir ce qu'on veut. Il n'y a rien à pomper. On a déjà ce frein. Rachid Ben Ali, vous savez très bien que si on a envie de pomper, on va descendre aussi bas et aussi profond qu'il le faut pour pomper. Avant, on descendait à 30-50 mètres. On va descendre jusqu'à 200. Qui respecte la loi? Le ministre de l'Équipement et de l'Eau lui-même a dit que plus de 90% des forages étaient anarchiques et illicites. Donc, comment on va en plus subventionner le pompage même s'il est légal? Même c'est-à-dire subventionner le pompage, ça n'a jamais été, on était depuis toujours, ça ne sert à rien de subventionner un pompage du moment que, si on n'a pas, il y a une loi, la 82,
82-21, la loi qui nous autorise à vendre l'excédent. Quand on fait, du pompage, moi je parle, l'excédent d'énergie. D'énergie. Voilà. C'est ça ce qui devient intéressant. Le jour qu'on a un excédent d'énergie, ça devient intéressant. Et ce n'est pas l'agriculteur qui doit le faire. Ce sont des sociétés, on ne va pas recréer la roue. C'est quelque chose qui existe partout dans le monde, on est les seuls, je pense, à ne pas le faire. C'est des sociétés qui s'installent au niveau des fermes, à travers les fermes, ils s'installent, ils font du solaire ou de l'éolien, comme ils veulent, mais ils vendent de l'électricité à l'agriculteur avec un prix nettement inférieur. Ça nous permet d'avoir de l'électricité à moindre coût. Ça nous permet d'être aux normes au niveau de décarbonation, de crédit carbone, parce que c'est du propre. Oui, mais est-ce qu'on est aux normes hydriques? D'abord, ma question, elle était plutôt vers l'eau, sur l'eau que sur l'énergie. Mais je n'ai pas fini. Oui. Quand on paye, on est obligé de réduire la consommation. Mais si on paye de l'électricité, mais si on fait que de la subvention pure, on ne va pas réduire. C'est clair, on ne va pas réduire. Au contraire, on va augmenter. Maintenant, je vous dis si, maintenant, il faut aller dans le raisonnement, mais il faut aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est-à-dire subventionner, mais avoir la loi 82-21, elle autorise à hauteur de 20% d'excédent. Et c'est ce qu'on veut, que ça soit beaucoup plus que ça, au moins en créant des entreprises qui font ça. Alors, juste pour préciser, le programme d'irrigation à l'aide de l'énergie solaire vise à encourager, ça c'est l'officiel, l'utilisation de l'énergie solaire pour le pompage de l'eau. On ne parle pas de revendre l'eau, l'excédent, etc. D'irrigation sur une superficie. C'est l'électricité qu'on vend, pas l'eau. Non. C'est-à-dire qu'on subventionne un programme pour le pompage de l'eau. Au lieu que ce soit pompé avec de l'électricité qui est produite par de l'énergie fossile et qui est disponible dans les réseaux de distribution, ce sera par l'énergie solaire. Ma question, elle est sûre, est-ce que c'est pertinent vu la diminution des réserves souterraines d'eau dans notre pays? C'était ça ma question, Rachid. Exact. La question, c'est-à-dire, ça concerne 51 000 hectares exactement. Absolument. Subventionnés. Et c'est, sur 3 ans. Sur 3 ans. C'est pas ça qui va changer. Si on compense par l'économie des crédits carbone, si on compense par ça, ça va être bien compensé. D'accord. Mais ça, c'est le point. Mais maintenant, le problème qui se pose, que ce soit. Et vous croyez que ça va encore, on va encore pomper plus davantage? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Moi, je suis sur le terrain. Mais si vous dites qu'il n'y a pas d'eau, pourquoi subventionner des programmes pour pomper l'eau qui n'existe pas? Ça veut dire que c'est un programme qui n'est ni opportun ni pertinent. C'est clair. Rachid Mabaresh, je le dis. C'est ça ce que ça veut dire. Ça vous engage. Ça veut dire on se trompe de cible. Encore une fois, un problème de ciblage. C'est la même logique. Le programme de soi-disant d'économie sociale, à travers l'élevage, la même chose. La même chose. Une précision pour ce programme de subvention du pompage solaire pour l'agriculture. Pour l'irrigation. Il faut préciser, il faut rendre à César ce que... C'est un programme qui n'est pas nouveau. Oui. Il est nouveau au sein du ministère. Alors, le ministère de l'eau, il a tenté de le lancer en 2012. Mais il est Sid Douiri, ministre de l'équipement. Deux, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé un programme de sensibilisation et même d'introduction qui n'est pas subventionné, avec l'appui du PNUD. Oui. Ils ont même organisé un atelier d'évaluation finale de ce programme. Exact. 3, le ministère de l'Agriculture est arrivé depuis février 2024, la signature d'une convention conjointe entre le ministre de l'Agriculture et le ministre chargé du budget pour engager ce programme dans l'agriculture. Quand je fais cette lecture des tentatives des 3 ministères, on n'a pas tenu compte des changements climatiques qui s'inscrivent en perspective déjà faite, c'est Douiri. 2, il y a des interventions sectorielles, c'est-à-dire toujours la prédominance de l'approche en entonnoir. Autrement dit, on manque d'une approche holistique, systémique. 3, le ministère de l'Agriculture n'est devenu convaincu pour engager ce programme qu'au moment où on est totalement au rouge en termes de ressources souterraines. Ce qui est intéressant, c'est que selon Ahmed Bouari, le Maroc va consacrer 16 milliards de dollars à la maîtrise de l'eau à l'horizon 2027.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par 16 milliards. C'est le grand programme de Oui, oui. 2027. C'est juste pour maîtriser l'eau, effectivement, maîtriser l'eau, ce qui est disponible dans les barrages et ce qui est disponible dans les réserves souterraines. Dernier mot, messieurs, mais en 2 mots, les perspectives pour les consommateurs en 2025. En quelques mots, Rachid Ben Ali. Les consommateurs pour en 2025, si on ne règle pas en totalité la chaîne alimentaire, on ne baissera jamais les prix. Donc, Si ce qu'a dit le ministre de l'Agriculture, c'est lui, il s'occupe de la production. En fait, son département s'occupe de la production. Il y a d'autres départements qui s'occupent de toute la chaîne de valeur pour éviter... Il faut que ce soit toute la chaîne. Si on continue à produire de l'oignon à 50 centimes, vendre chez l'agriculteur à 50 centimes, la retrouver à 5 dirhams chez le consommateur, on n'a pas... Qui sont les départements concernés, pour rappel à Rachid Ben Ali? Tous les départements. Les commerces extérieurs, les communes, l'intérieur, les finances, tout le monde donne les finances. Il y a les impôts qui doivent payer ces gens-là, qui sont les intermédiaires. L'énergie. Et attention, il y a un point très très important qu'il ne faut pas oublier, qu'on tape toujours, c'est les intermédiaires. Et c'est eux qui font aujourd'hui la banque de l'agriculteur. Parce qu'il n'y a pas l'agriculteur, il ne finance jamais sa campagne. Du coup, ça finit à la responsabilité du ministère de l'Agriculture. Pas forcément. Même s'il y a plusieurs acteurs. Le financement, ce n'est pas la banque, parce que c'est les banques qui sont des banques. Les banques qu'il y a au Maroc, il y a quand même, je ne sais pas, il y a quoi, 12, 16 banques qui au Maroc, il y a une seule banque qui finance l'agriculture. Oui. Voilà, ça c'est le gros du problème. Merci beaucoup. Qui n'est pas une banque privée, il faut le rappeler. Merci, Sibn Ali. Il faut dire la vérité. Oui, c'est pas rassurant. L'ampleur de la crise que nous vivons aujourd'hui ne peut pas être résolue à court terme, comme ça. 2, nous avons impérativement besoin dans ce pays à ce qu'on se dote d'une politique alimentaire qui n'a rien à voir avec une politique agricole. Merci. Politique, parce qu'on ne peut pas continuer avec le modèle de consommation que nous avons. On ne peut pas le soutenir par notre propre agriculture. Donc on a besoin d'une rupture aussi à ce niveau, d'innover. Merci. C'est l'Arabie. Merci encore une fois, Rachid Ben Ali. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.